Monsieur? Pourrais-je parler à monsieur le comte de Commarin? Monsieur le comte est en voyage. Et son fils? Monsieur le vicomte est chez lui. Bon. Voulez-vous lui demander s'il peut me recevoir 5 minutes pour une affaire urgente et qui présente pour lui un intérêt capital? De la part de qui? Noël Gerdy, avocat à la cour. Je suis chargé d'une mission très grave. Veuillez me suivre. Je prierai monsieur d'attendre ici. Tout ce luxe. Tout ce luxe. Monsieur le vicomte va recevoir monsieur. Entrez, maître. Je m'excuse de vous recevoir dans cette tenue, mais pendant ma leçon d'escrime, un fleuret s'est cassé, m'a légèrement blessé au bras. Je dois rester quelques heures immobilisé. Asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Ma mission est pénible, monsieur. J'ai à vous révéler des faits qui vous paraîtront incroyables. Je vous écoute. Pardonnez-moi si je vais paraître brutal, mais il vaut mieux, je pense, aller droit au but. Ce que je vais vous apprendre est confirmé par les lettres que voici. Vous en connaissez l'écriture? Oui, c'est celle de mon père. Ces lettres contiennent la preuve que vous n'êtes pas le fils légitime de monsieur de Commarin. Qu'est-ce que vous dites? Pas de violence, je vous prie. L'enfant légitime existe. Et c'est lui qui m'envoie. Je ne sais ce qui me retient de vous faire jeter à la porte. La certitude inconsciente que je ne risquerais pas une telle démarche si elle n'était basée sur une vérité. Il y a eu à votre naissance substitution d'enfant. Elle est exposée de la main de votre père lui-même dans ses lettres. Donnez. Une ou deux suffiront à vous convaincre. Vous comprendrez que je ne veuille pas m'en dessaisir. Les passages soulignés en rouge vous édifieront. Permettez-moi de vous les lire. Soit. Lisez. Quelle joie tu m'annonces. J'aurai un fils de toi, de celle que j'adore. Hélas, la comtesse, elle aussi, va me rendre père, comme je hais cette femme qu'on m'a contraint d'épouser, tu le sais. À ma joie se mêle, hélas, la douleur d'envisager l'avenir de cet enfant, de ton enfant. Ceci semble prouver au contraire. Attendez. Dans celle-ci, je reviens au projet que j'ai conçu. Il est maintenant réalisable. Le fils que j'aurai de toi portera mon nom. Je ne serai pas obligé de me séparer de lui. Mon père écrit ces mots. Et voyez. Et voici plus clair encore. Mes 2 enfants seront confiés à 2 nourrices du pays où j'ai mon château. Elles viendront les chercher à Paris le même jour. Un accident arrangé forcera ces 2 femmes à passer une nuit en route. Mon vieux valet de chambre Germain changera pendant la nuit les enfants de berceau. Rien ne prouve que la substitution ait été effectuée. Si. Cette autre lettre. Il m'a fallu mettre une des nourrices au courant de mon projet. Elle est d'accord. Elle s'appelle Claudine Le Rouge. C'est elle qui élèvera ton fils supposé. Il ne s'agit là que d'un projet. Claudine Le Rouge habite Bougival. Elle est prête à avouer les faits et à aider à faire reconnaître les droits de l'enfant qu'elle a élevé. Du reste, elle a en main des lettres qui confirment l'exécution de ce plan diabolique. Je me rappelle avoir accompagné plusieurs fois mon père chez une dame Le Rouge, à qui il avait à remettre une somme assez forte. Vous voyez, il ne peut y avoir de doute. En effet, le témoignage de la dame Le Rouge serait décisif. Que comptez-vous faire? Mon père est en voyage pour quelques jours encore. Je vous demanderai d'attendre son retour pour qu'une décision soit prise. En ce moment, je ne vois pas clair. Je suis comme un homme foudroyé. Mais soyez assuré, monsieur, que si les choses sont bien telles que vous le prétendez, justice vous sera rendue. Je m'y engage. J'attendrai donc le retour de monsieur de Commarin. Un mot encore. Puis-je savoir qui est le fils légitime de monsieur de Commarin? Pourquoi vous le cachez? C'est moi, monsieur. Je m'en doutais. Donnez-moi la main, mon frère. Jusqu'ici, vous avez été la victime. Maintenant, le plus à plaindre, croyez-le, c'est moi. Le commissaire de police de Bougival est là? C'est moi-même. Oh, pardon, bonjour, commissaire. Je suis monsieur Daburon, le juge commis pour l'affaire du meurtre de la dame Le Rouge. Mes respects, monsieur le juge. Et où en êtes-vous? Je me fais un devoir de vous exposer les faits, monsieur le juge. Eh ben, c'est très bien, je vous écoute. Alerté par quelques femmes du hameau de la Jonchère, à propos d'une de leurs voisines, la veuve Le Rouge, qui n'avait pas été vue depuis 48 heures, nous nous sommes présentés devant l'habitation de la dite personne. Nos appels n'ayant pas reçu de réponse, nous avons fait ouvrir par un serrurier. Vous avez très bien fait. Nous avons trouvé dans la première pièce meubles et bahuts forcés et défoncés. Dans la seconde,
Le désordre était encore pire. Et près de la cheminée, la face dans les cendres, était étendu le cadavre de la veuve Le Rouge. Elle avait été frappée entre les épaules par 2 coups d'un instrument tranchant. Quel renseignement avez-vous sur la victime? D'après les dires des personnes aussitôt interrogées, la veuve Le Rouge était arrivée à Bougival il y a 3 ans environ. Dans la cinquantaine, bien conservée. Elle paraissait à son aise. Elle s'en vantait d'ailleurs, et répétait à qui voulait l'entendre: « J'ai tout ce dont j'ai besoin, si je voulais davantage, je l'aurais. » Propos qui a son importance. Lui connaissait-on des ennemis? Non, non. Elle vivait à l'écart, recevait peu. On m'a signalé 4 ou 5 passages d'une dame avec un jeune homme, et d'un monsieur décoré accompagné aussi d'un jeune homme. Tous deux venus dans une voiture magnifique. C'est tout? Ah, la veuve Le Rouge se barricadait le soir avec soin. La dernière fois où elle a été rencontrée, c'est le soir du Mardi Gras, vers 5 heures. Elle revenait de Bougival avec un panier à provisions, elle rentrait chez elle. On ne l'a pas revue. Merci, commissaire. Votre enquête est parfaite. Mes devoirs, monsieur le juge. Ah, c'est vous, Taburet. Dès reçu de votre avis, je me suis mis en route. Vous avez fait vite? Comme d'habitude. Commissaire, je vous présente mon ami Taburet, un policier officieux et bénévole qui veut bien m'aider dans mes enquêtes. Un amateur. Précieux. Sa perspicacité m'a souvent permis de débrouiller des cas difficiles. Le commissaire m'a lu son procès-verbal. Voulez-vous en prendre connaissance? Je suis au courant des faits. Bon, enfin, en gros. Déjà? Oui, par un gamin du pays avec qui j'ai fait le chemin depuis la gare. Je l'ai fait attendre car son témoignage vous intéressera, je pense. Mais j'ai interrogé moi-même quand... Mais pas lui. Qu'il vienne. Entre. Ah, approche. Approche, fais pas peur. Là, tu sais quelque chose, mon garçon? Ben oui, c'est ce monsieur à qui je l'ai raconté qui m'a dit de vous le raconter. Voilà. Avant-hier au matin, j'ai vu un homme sur la porte du jardin de Madame Le Rouge. Comment était-il? Très gros, pas mal vieux. Oui, il t'a parlé? En m'apercevant, il m'a appelé. Veux-tu me faire une commission qui m'a dit, t'auras 10 sous. Tu vas courir jusqu'à la Seine. Tu verras un grand bateau amarré. Tu demanderas le patron Gervais et tu lui diras que j'arrive. Ah. Tu l'as trouvé, ce Gervais? Je lui ai fait la commission, c'est tout. Tu reconnaîtrais l'homme? Ah oui, il a une figure rouge brique. Et même j'ai remarqué qu'il avait des boucles d'oreilles très grandes. Depuis avant-hier, le bateau a fait du chemin. Oui, sans doute, mais il faut retrouver ce vieux aux boucles d'oreilles. Je le fais chercher aussitôt, je remplis un mandat de comparaître. Merci, mon petit. Tu nous as bien dit la vérité, au moins. Oh, ça, pour sûr. Sauf que... Sauf que quoi? Eh ben, parle. Les 10 sous pour ma commission, je les ai remis à ma mère, mais c'est 20 que le vieux m'a donné. Et je me suis acheté des billes. C'est bon, tu peux disposer. Monsieur Taburet pense que ce vieux serait l'assassin. Oh non, non, il ne se serait pas manifesté aussi imprudemment. Non, mais il y a peut-être quelques renseignements à tirer. Ah, commissaire, répétez-nous donc la phrase de la veuve Le Rouge que vous me citiez tout à l'heure. Oui, celle-là. J'ai tout ce dont j'ai besoin, mais si je voulais davantage, je l'aurais. Oui. C'est intéressant. Merci, monsieur le commissaire. Puis-je aller fouiner de ci de là, monsieur le juge? Vous êtes là pour ça, mon cher. Moi, je reste ici pour attendre le récit de vos découvertes. Si j'en fais. Je me fie à votre flair. Fichtre, vous nous revenez tout crotté, mon cher Taburet. Et quel attirant! De la terre glaise. Voyons, des feuilles de papier, ça, qu'est-ce que c'est? Des morceaux de plâtre humide. Mais que nous apporte tout ce matériel? La vérité, mon cher juge. Tout simplement. En effet, tout simplement. Diable d'homme. D'abord, sur l'arrivée de l'assassin. C'était avant 9h30. Heure à laquelle la pluie a commencé mardi soir, n'est-ce pas, commissaire? C'est exact. Mais sous la table où il a posé les pieds, je n'ai pas trouvé d'empreintes boueuses, mais des traces de poussière. La veuve Le Rouge ne l'attendait pas. Elle était sur le point de se mettre au lit. N'avait-elle pas déjà retiré son corsage? C'est à ce moment que l'assassin a frappé à la porte. Elle a ouvert.
On sait sa méfiance, c'est donc qu'elle connaissait fort bien son visiteur. C'est un homme encore jeune, d'une taille au-dessus de la moyenne, et élégamment vêtu. Il portait un chapeau haute forme, un parapluie, et fumait un cigare. De plus en plus fort. Je le prouve. Ces morceaux de plâtre humide que j'ai apportés portent l'empreinte du talon des bottes du meurtrier. Je les ai relevés près d'un fossé où j'ai aussi retrouvé cette clé de la maison qu'il a achetée en s'éloignant. Sur cette feuille de papier, j'ai décalqué l'empreinte du pied imprimé sur du sable. Regardez. Ah oui, oui, je vois. Vous voyez? Oui, oui. Un talon haut, une semelle petite et étroite, donc chaussure d'élégant. À l'entrée du jardin, l'homme a sauté pour éviter un carré planté. Vous voyez l'empreinte, hein, la pointe du pied qui est plus enfoncée. La pointe du pied l'indique. Oui, oui, oui. Un saut d'environ 2 mètres. Donc l'homme est leste, donc il est jeune encore. C'est le chapeau qui vous étonne, commissaire? Sur le marbre du secrétaire un peu poussiéreux, vous voyez le cercle parfait marqué par le rebord du gibus? L'assassin est grand, car il a cherché sur le dessus des armoires. On y voit la trace de ses mains. S'il était monté sur une chaise, il aurait vu, n'aurait pas été obligé de toucher. Quant au parapluie, vous voyez cette motte de terre où est l'empreinte non seulement du bas du parapluie, mais aussi celle de la rondelle de bois qui retient l'étoffe. Il fumait, car j'ai recueilli ce bout de cigare dans les cendres de la cheminée. Non mordillé, ce qui prouve que l'homme se servait d'un fume-cigare. Eh bien, commissaire, qu'en dites-vous? C'est assez surprenant. Je n'ai pas terminé. La femme Le Rouge avait dîné, l'autopsie le prouvera. Elle a mis le couvert pour son hôte. Et quel couvert! Linge blanc, verre à pied, donc un homme pour qui elle se mettait en frais. Il s'est servi un verre de vin et plusieurs petits verres d'eau de vie. Voyez la bouteille. Ah, dame, il se donnait du cœur au ventre. Pour lui préparer des œufs au jambon, la femme Le Rouge s'est accroupie. C'est alors qu'elle a été frappée dans le dos. Elle n'est pas morte instantanément. Elle s'est cramponnée aux mains de l'assaillant. Supposition. Non, j'ai examiné les ongles de la veuve Le Rouge. Et j'ai retrouvé, regardez, des vestiges de gants gris. Ah, en effet. Vous voyez? Les voici. L'homme n'avait donc pas quitté ses gants. Curieux. Curieux mais normal. Par prudence. Pour pas laisser d'empreinte. L'arme du crime est aiguë. Fine comme un bout de fleuret démoucheté. C'est ce que laissent supposer ces traces sur le jupon de la victime où il a dû être essuyé. Et j'en arrive à la conclusion capitale. L'homme ne venait pas pour voler. La preuve, c'est que vous avez retrouvé, commissaire, une assez forte somme en pièces d'or. La preuve, c'est qu'il a bouleversé les armoires, défoncé le secrétaire et déplié le linge. Donc il cherchait des papiers. Il les a trouvés. Il les a brûlés dans le poêle de la première pièce. Alors que fait-il? Il emporte rapidement tout ce qu'il trouve de précieux pour faire croire à un vol. Portefeuille, argenterie. Il enveloppe tout dans la serviette de table qu'on n'a pas retrouvée, il s'enfuit, ferme la porte du dehors et jette la clé dans le fossé. Votre enquête, mon cher Taburet, est admirable. J'admets tout, sauf ce paquet voyant dans une serviette blanche. Il ne l'a pas gardé. Regagnant la gare à pied, je parierais bien qu'il l'a jeté dans la Seine au plus près. Je me suis permis d'envoyer 2 hommes fouiller de ce côté-là sous la surveillance d'un gendarme. Je leur ai promis une jolie récompense. De ma poche. Monsieur Taburet est un passionné. Bastion coûteux. Oh, rassurez-vous, commissaire, ses bottes ne manquent pas plus de foin que son esprit de déduction. En ce cas... Oui. Excusez, voici ce qui vient d'être trouvé à l'endroit indiqué par monsieur. Pardon, merci. Posez ça là. Voyons. Serviette et dedans argent, bijoux, argenterie. Bravo, Taburet. Oh, c'est de la double vue. Mon cher Taburet, j'ai ma voiture. Je vous ramène à Paris. Volontiers, monsieur le juge. Le pas des chevaux est favorable à la réflexion. Montez, mon cher, et réfléchissez. Pardon.
Oh, le père Taburet relève la tête, ses yeux brillent. C'est bon signe. À quelle conclusion est-il arrivé? Ça m'étonnerait qu'elle ne coïncide pas avec les vôtres, monsieur le juge. Liriez-vous aussi dans la pensée? Je pense seulement aux soins que vous avez eus de me faire répéter certaines phrases de la veuve Le Rouge. Si je voulais davantage, j'en aurais. Cette phrase me paraît en effet contenir la clé de notre histoire. Oui, un service rendu autrefois, un secret qu'elle pouvait monnayer à sa guise. Il lui arrivait de recevoir, dit-on, certaines visites fastueuses. Un de ses visiteurs aura voulu se débarrasser d'exigences devenues redoutables. C'est possible. Je vais ordonner une enquête sur le passé de la victime et ses anciennes relations. C'est parmi elles que doit se trouver le meurtrier. Son souci de brûler tous les papiers viendrait à l'appui de cette hypothèse. À tout hasard, j'avais chargé le commissaire d'examiner les cendres du poêle. Il m'a remis à l'instant, tenez cette enveloppe, où il a placé quelques débris moins calcinés, vous voyez. Hein, on dirait un morceau de feuille de carnet de compte, ou de carnet d'adresse. Oui. N'y déchiffre-t-on pas quelques lettres? Oui, attendez, là, on lit A-R-I-N. Arin. Marin, peut-être. Marin. Attendez, là, je crois lire E-R-D-Y. R-D, vous voyez? Pardon. R-D, oui. C'est curieux, il y a dans ma maison une dame Gerdy. Oui, Gerdy. Oui, avec qui je suis assez lié. Monsieur le juge doit connaître son fils, il est avocat. Il y en a tant. Mais Noël Gerdy s'est déjà fait au palais une jolie situation. C'est un garçon remarquable, très honnête, scrupuleux, travailleur. Je le questionnerai. Et il connaît peut-être quelques-uns de ses homonymes, ou presque homonymes. Qui sait? Dans notre métier, il faut toujours compter sur les coïncidences. Et ouvrir la porte au hasard. Monsieur Gerdy est-il visible? Il est près de madame. Madame Gerdy serait-elle plus souffrante? Oh, elle vient de nous faire une peur. Pauvres amis. Madame n'était pas trop mal ce soir. Elle est venue au salon, elle s'est mise à lire un des journaux de Monsieur Noël. Tenez, ce journal qui est par terre. Tout d'un coup, elle a poussé un cri horrible. Je suis accourue, madame m'était tombée sur le tapis comme morte. J'ai aidé Monsieur Noël à la porter sur son lit. Elle n'est revenue à elle que pour pousser de nouveaux cris. A-t-on cherché le docteur? Monsieur Noël ne m'a rien dit, mais je le prends sur moi, j'y vais de ce pas. Allez, oui. Allez-y, allez. En lisant ce journal, curieux. Voyons. Ah, bonsoir Noël. Alors? Madame Gerdy repose. Vous savez l'état lamentable où elle est depuis un mois, et tout à l'heure, une affreuse nouvelle l'a terrassée. Une femme qui lui était très dévouée vient d'être assassinée. La femme de Bougival? Vous êtes au courant? Je l'ai lu dans le journal. Vous la connaissiez beaucoup? Je ne l'avais pas vue depuis assez longtemps, mais je l'aimais tendrement. Elle avait été ma nourrice. Coïncidence. Comment? Je veux dire, avec la maladie de votre mère, cette nouvelle, c'est un grand malheur. Pour moi, un malheur immense. Cette mort, monsieur Taburet, risque d'anéantir tous mes rêves d'avenir, mes plus légitimes espérances. Elle brise la plus sûre de mes armes. De vos armes? Oui, pour obtenir réparation de l'horrible injustice dont j'ai été victime. Expliquez-vous, mon cher ami. Oui, j'ai besoin d'un ami qui me console, d'un conseiller qui me guide. Mais ne suis-je pas là? J'aurais même dû vous parler plus tôt. Le docteur n'était pas chez lui. Il viendra dès son retour. Mais qui vous a dit de le chercher? J'ai cru bien faire. Je l'ai approuvé. Oui, bien sûr. Vous conduirez directement le docteur auprès de madame Gerdy. Oui, monsieur. Vous me surprenez, mon cher. Pourquoi ce ton glacial en parlant de votre mère? Pourquoi cette affectation à l'appeler madame Gerdy? Pourquoi? Parce que, monsieur Taburet, madame Gerdy n'est pas ma mère. Songez à ce que vous dites. C'est incroyable, oui, c'est cependant vrai. Depuis 33 ans, depuis ma naissance, cette femme joue la plus indigne des comédies. Indigne vis-à-vis de moi, merveilleuse au profit de son fils, car elle a un fils. Mais voyons, elle vous a soigné, elle vous a élevé. Comme une dupe qu'il adorait. Elle vous aimait aussi, j'en suis sûr. Oui, une habitude prise dans sa comédie. Son amour était hypocrisie et ses caresses mensonges. Ne criez pas si fort, elle peut vous entendre. Et puis après, devinez-vous pas que le mal dont elle souffre depuis des semaines, c'est la honte d'avoir été dévoilée.
Dès que j'ai trouvé par hasard dans un tiroir secret de son secrétaire et lu les lettres de son amant, mon père, où il se vantait de cette infamie d'une substitution d'enfant, croyez-vous que je n'ai pas été les lui jeter au visage? N'a-t-elle pas essayé de se disculper? Ouais, des mensonges, des absurdités, des infamies qu'elle a accumulées. Oh, elle a essayé de tous les arguments pour me donner le change. La peur de voir son véritable fils qu'elle adore en secret, forcé de me restituer ce qu'il a volé. Mon nom, ma fortune, la rendait folle à moitié, mais que pouvait-elle contre les mots écrits de la main même de son amant, le comte de Commarin à sa chère Valérie? Cette impuissance à me tromper encore, ces discussions inutiles ajoutaient à l'état de démence où elle se trouvait. C'est une malheureuse. Oui, il m'est arrivé aussi de la plaindre, de penser à prononcer des mots de pardon, mais 30 ans de trahison, c'est trop. Et votre véritable mère? Elle est morte, peu après ma naissance. Mais si vous avez des preuves aussi flagrantes, pourquoi le meurtre de la veuve Le Rouge vous affecte-t-il autant que vous le dites? Parce qu'elle était seule capable de donner une confirmation éclatante au témoignage des lettres que je détiens, qui, si elles parlent explicitement de ce complot, ne prouvent pas absolument qu'il a abouti. Parce que Madame Le Rouge possédait, elle, les papiers prouvant l'exécution de ce projet. Parce qu'elle était disposée à m'aider dans ma revendication. Le journal dit que tous les papiers ont été brûlés. Si c'est vrai, à présent, les Commarins, père et fils, auront beau jeu pour discuter et chicaner. Je suis trop avocat pour me leurrer là-dessus. Et avec les relations qu'ils appelleront à leur rescousse. Vous me confierez ces lettres. Je vais les étudier de près, je vous dirai mon avis. Mais une question encore. Pourquoi le meurtre de la femme Le Rouge a-t-il pu si fort impressionner votre mère, puisqu'il servait les intérêts de son véritable fils? Vous me le demandez, brave homme que vous êtes. Je me le suis demandé aussi. Et la réponse que je me suis faite m'a rempli d'horreur. Si vous étiez quelque peu juriste, mon bon Taburet, vous vous rappelleriez de vous-même le plus banal de nos adages, is fecit. Je sais, qui prodeste a commis le crime, celui à qui il profite. Si ce fut la pensée de Madame Gerdy, n'est-ce pas la cause suffisante de sa dernière attaque? Madame Gerdy savait-elle que le comte de Commarin et son fils étaient au courant de votre découverte? Je l'avais prévenu que j'avais été les en avertir il y a quelques jours, loyalement, respectueusement, tout prêt à m'arranger avec eux pour que le scandale fût le moindre possible. Mais moi, je vous le répète, mon cher Taburet, je me refuse à toute conclusion hâtive. Il y a des actes auxquels un sang comme le nôtre se refuse. Bravo, mon garçon, voilà qui est parlé. Je vous reconnais bien là. Je crois à un crime de rôdeur, à une coïncidence, comme vous disiez tout à l'heure. Mais rien ne prouve que tout cela aille à l'encontre de vos intérêts. Du calme et de la confiance, mon cher enfant. Une juste cause a sa justice pour la soutenir. Une dernière question. Vous avez vu le vicomte de Commarin. Comment est-il? Très sympathique. Son attitude envers moi était parfaite. Et jamais un mot de moi ne l'accusera. Mais je vous connais, mon cher Noël, c'est pas cela que je vous demandais. Comment est-il physiquement? Il a ma taille, à peu près. Il est rasé comme moi, bien découplé, il est mince, élégant. Merci. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. À demain. Que la nuit vous apporte le repos. Le jour, j'espère, vous apportera conseil. Mon conseil, en tout cas. Excusez cette heure tardive, monsieur le juge. Je vous ai dit que je vous recevrai à tout moment du jour ou de la nuit. Du reste, vous voyez, je travaillais. Oh, minuit, fichtre. Alors, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. Qu'avez-vous découvert? Le coupable. Déjà, est-ce possible? J'ai l'honneur de répéter à monsieur le juge que je connais l'auteur du crime de Bougival. Vous êtes extraordinaire, mon cher Taburet. Oh, je ne suis que pour peu de choses dans cette trouvaille, le hasard. Seul vous êtes trop modeste. Le hasard ne sert que les hommes habiles et c'est ce qui indigne les sots. Je vous en prie, mais asseyez-vous et continuez. Merci. Voilà. Voici un rapide aide-mémoire que j'ai rédigé. Jetez-y un coup d'œil. Oui. Il vous résume la conversation que j'ai eue avec Noël Gerdy. Oui, bon, voyons. Oui. Dites-moi, Noël Gerdy, c'est ce jeune avocat dont vous me parliez? Oui, le nom déchiffré était bien le sien. C'est prodigieux. Cette substitution d'enfant, la coïncidence qu'il s'agisse précisément... Enfin... ces lettres, vous les avez eues en main? En voici une, pour faire vérifier l'écriture. Oui. L'évidence est là, aveuglante. Le crime du père engendre le crime du fils. Qui est-ce?
Avant de vous dire les noms, je voulais connaître votre pensée. Il n'y a pas de doute, nous tenons le coupable, j'en suis persuadé. Alors, ce nom. Albert de Comarin. Comarin? Oh, savez-vous que c'est là une des familles les mieux accréditées, les plus fortunées? Et le comte aurait sacrifié son fils légitime. Le vicomte, le bâtard, aurait assassiné la veuve Lorrouge. C'est incroyable. Qui aurait commis ce crime sinon lui? Qui avait intérêt à supprimer la veuve Rouge, son témoignage, ses papiers, ses lettres? Lui? Uniquement lui. Noël Gerdy, bête comme un honnête homme, l'a prévenu. Et aussitôt il a agi. Nos soupçons sont fondés, j'en suis sûr. Mais cette affaire demande la plus grande circonspection. Il faut éviter toute démarche risquée. Alors tout est perdu. Si nous laissons à l'assassin le temps de respirer, il nous échappe. C'est un garçon de première force. Il va nous arriver, j'en suis certain, muni du plus magnifique alibi qui se puisse voir. Il a dû prendre toutes ses précautions, vous pensez? Non, permettez-moi, monsieur le juge, de vous supplier. On doit tomber chez lui comme la foudre, l'arrêter au réveil, l'entraîner tout étourdi, l'interroger là, sur le champ, lui montrer que tous ses faits et gestes n'ont plus de secret pour nous. C'est la seule chose que vous ayez de le faire avouer. Je me rends à vos raisons. Albert de Comarin sera arrêté au matin. J'entendrai aussi son père et ce jeune avocat, votre ami. Les lettres qu'il détient me sont indispensables. Où sapristi, dites, Noël va apprendre que son vieil ami est au service de la justice. Et les avocats n'apprécient guère les policiers. Non, rassurez-vous, je ne serai arrivé jusqu'à lui que par un papier trouvé chez la veuve Lorrouge. Merci. Comme de juste, j'ordonne une perquisition au moment de l'arrestation. Accepteriez-vous d'y participer? J'allais vous le demander. Faites entrer l'inculpé. Alors, puis-je enfin savoir, monsieur, pourquoi j'ai été arrêté? Vous ne vous en doutez pas un peu? Je ne vous demande pas de me décliner votre identité, puisque son incertitude est à la base même de l'affaire en question. Il y a en effet de fortes présomptions prouvant que je ne suis que le fils naturel de monsieur de Comarin. Mais enfin, je ne vois pas en quoi... Forte présomption que seul le témoignage de la veuve Lorrouge pouvait changer en certitude. De là son assassinat. Alors vous m'accusez, moi? Qui d'autre avait intérêt à sa mort? Mais devant Dieu, je vous jure, monsieur, que je suis innocent. Nous savons que le vol n'a pas été le mobile du crime. Seule la destruction de certains papiers intéressait le meurtrier. Mais j'étais décidé à ne pas contester les droits de monsieur Noël Gerdy. Je le lui ai déclaré à lui-même comme à mon père. Vous pouvez les interroger. Le crime a eu lieu mardi soir. Qu'avez-vous fait après votre dîner? Je suis sorti. Où êtes-vous allé? Je me suis promené. Seul, sans but, toute la soirée? J'ai marché au hasard le long des quais. Vous n'avez rencontré personne qui puisse affirmer vous avoir vu? Vous n'avez parlé à âme qui vive? Vous n'êtes pas entré au café? Je ne suis entré nulle part. C'est bien invraisemblable. Faites un effort de mémoire. Je ne peux rien dire de plus. Voilà qui est bien regrettable, pour vous. D'autant plus que la présomption dispose d'autres éléments. La victime a été frappée avec un bout de fleuret démoucheté. On en a retrouvé un à votre domicile. À ma dernière leçon, un fleuret s'était en effet cassé au cours d'un assaut. Il m'avait légèrement blessé. Tenez, j'ai encore la cicatrice. Ce serait plutôt là une charge contre vous. Je dis la vérité. Voici maintenant, calqué sur ce papier, l'empreinte des pas du coupable. Votre semelle s'y adapte exactement. Ce morceau de plâtre a été coulé dans le creux du talon. Il est pareil à vos propres talons. C'est exact. Voici sur cette terre glaise la marque d'un bout de parapluie avec le dessin des rondelles. Et voici votre parapluie. Dessin identique. Ce sont des objets qui se fabriquent en série. Autre chose. On a ramassé ce bout de cigare sur le lieu du crime. Un trabuco fumé avec un porte-cigare. C'était mon habitude, oui. Et le pantalon trouvé chez vous où se discernent encore des traces de terre humide. Il pleuvait mardi soir. Ce n'est pas tout. Ce pantalon est déchiré au genou. Pouvez-vous expliquer l'origine de cet accroc? Je ne peux rien dire.
Et cette paire de gants de peau éraillés, dans les ongles de la victime qui a dû s'agripper à vos mains, on a trouvé des éraillures de peau de cette couleur. Je suis perdu. Avouez donc. Je reconnais seulement que tout semble prouver que je suis coupable, mais je répète que je suis innocent. C'est bien. Pour aujourd'hui, en voilà assez. On va vous reconduire au secret. Réfléchissez. C'est tout réfléchi. Emmenez-le. Eh bien, vous avez entendu, Taburet? Voilà un obstiné coquin. J'ai entendu, oui. Et je suis désespéré, monsieur le juge. Cet homme est innocent. C'est vous qui dites ça? Moi, oui. Je ne veux pas être la cause d'une épouvantable erreur. L'attitude si nette, si franche de cet homme m'a impressionné tout de suite. Mais que compte une impression à côté des faits? Mais il y a un fait, et capital pour moi. Mes constatations et déductions sont un tout. Si un élément fait défaut, tout est à reprendre. Mais et ce fait, quel est-il? Celui-ci. Un obstiné coquin aurait eu un alibi tout près. Que l'inculpé se présente désarmé, que ses réponses sur l'emploi de son temps à l'heure du crime soient hésitantes, vagues. Voilà sa meilleure défense. Voyons, Taburet, c'est vous qui m'avez démontré sa culpabilité. Je sais, monsieur le juge. Aussi est-ce à moi de vous démontrer son innocence. Et je vais m'y employer. Monsieur le juge, cette personne demande à être reçue. Elle m'a remis ce mot. Merci. Claire d'Arlange, la fiancée d'Albert de Comarin. Faites entrer. Oui, monsieur le juge. Asseyez-vous, mademoiselle. M'asseoir. Monsieur le juge, mais c'est à genoux que je voudrais tomber pour vous jurer sur Dieu qu'Albert de Comarin est incapable d'avoir commis un crime, que ma foi en lui est absolue, que je douterais de moi avant de douter de lui. Je rends hommage, mademoiselle, à vos sentiments. Hélas, la justice ne peut en tenir compte. Il y a les faits, les preuves, qui seuls la font agir. On m'a dit que mon témoignage pourrait vous influencer. On vous a dit. Et qui vous a dit cela? Un monsieur Taburet. Taburet? Qui a appris par le comte de Comarin que j'étais la fiancée de son fils. Et qui m'a envoyé à l'instant ce message m'apprenant cette affreuse arrestation et m'enjoignant de venir vous trouver, de m'efforcer de vous convaincre. Cette initiative de monsieur Taburet est regrettable, car malheureusement... Oh, monsieur, il y a 4 ans que nous nous aimons. Albert et moi. 4 ans qu'il ne m'a pas caché une de ses pensées. Seul, je peux dire combien il est digne d'être aimé. Ce qu'il y a en lui de grandeur d'âme, de générosité. Nous avons enfin obtenu le consentement de nos parents à notre mariage. Et c'est à ce moment-là qu'il serait devenu un criminel. Vous ne faites qu'ajouter un argument contre lui. Il se voyait incapable tout à coup de vous apporter son nom, sa fortune. Une vieille femme possédait la preuve d'une longue imposture, il l'a tuée. Quelle infamie! Je connais depuis quelques jours cette histoire de grandeur écroulée. Je l'ai assuré que rien jamais ne serait changé à nos projets. Il m'a dit, alors le reste m'importe peu. Vous voyez bien. Mais savez-vous, si loin de vous, il n'a pas été pris d'une crise de désespoir s'il n'a pas eu une heure d'égarement? La certitude de mon amour l'en protégeait. Si vous connaissiez les preuves que j'ai entre les mains... Je suis sûre que j'en démontrerai la fausseté. Je vous en citerai une qui, à elle seule, est décisive. Le meurtre a été commis il y a 3 jours, mardi dernier. Et votre fiancé est incapable de dire l'emploi de sa soirée. Il est sorti cependant et n'est entré chez lui qu'à 2 heures du matin, les vêtements salis par la pluie, ses gants éraillés. Vous dites bien? Il y a 3 jours? Mardi? Le soir du mardi gras? Oui. Oh Dieu, merci, merci. Non, mademoiselle, je vous en prie, remettez-vous. Allons. Qu'y a-t-il? Il y a que cette soirée-là, Albert l'a passée près de moi. Près de vous? Chez moi, oui, dans le jardin de notre hôtel. Le vicomte était chez vous? Et quelqu'un de votre famille, de vos domestiques, l'a-t-il vu? Non, il est venu et parti en secret. Tiens. Votre surprise est une injure, monsieur le juge.
Monsieur le Comarin a préféré pourtant garder le silence sur ce rendez-vous. Et n'est-ce pas merveilleux qu'il ait plus le souci de ma réputation que de sa sécurité? Je vous en prie, mademoiselle, à présent, c'est au juge que vous parlez. Prouvez-moi la vérité de ce que vous avancez, prouvez-moi que ce n'est pas un subterfuge pour innocenter votre fiancé. Vous ne me connaissez pas, monsieur le juge. Même pour l'innocenter, je ne mentirai pas. Vous me demandez des preuves? Mais vous les avez déjà. Ses vêtements souillés, ses gants éraillés. Expliquez-vous. Albert a voulu me trouver seule pour me dire l'affreux coup qu'il frappait et savoir ma décision. Il m'a demandé un rendez-vous secret et urgent. Oui. Ma grand-mère, qui exigeait d'être présente lors de ses visites, recevait quelques amis. J'ai pensé qu'en feignant d'être souffrante, je pourrais me libérer. Et alors? Il devait entrer par la petite porte du jardin. Il vint à l'heure convenue. Hélas, impossible de faire fonctionner la serrure rouillée. C'est ainsi qu'il fut forcé de passer par-dessus le mur. Minuit avait sonné quand il m'a quittée. Pour ressortir plus facilement par le même chemin, je lui ai fait prendre l'échelle du jardinier. La pluie avait-elle commencé quand il a franchi le mur? Les premières gouttes sont tombées lorsque nous étions sur le banc. Albert a ouvert son parapluie. Ça m'a même évoqué Paul et Virginie. Oh, monsieur, je vous en supplie, envoyez vérifier le mur. Il a sûrement des traces de l'escalade. Je donne aussitôt les instructions nécessaires. Il n'est pas utile que j'attende le résultat de ces recherches. Je suis certaine qu'elles seront concluantes. Je le souhaite aussi, mademoiselle. Pour vous et pour lui. En ce cas, vous pouvez le faire libérer dès ce soir. Dès ce soir, non, mademoiselle. Mais dès que je le pourrai. Je vous le promets. Merci. Vous pouvez vous retirer. Ah. Taburet avait raison, il est innocent. Mais alors qui est l'assassin? Maître Gerdy, c'est bien ici? Non, c'est au-dessus, monsieur, au deuxième. Ah, excusez-moi. Mais je me trompe pas, c'est l'honnête monsieur Clergeau. Oh, salut, vieux crocodile du Jurier. Je ne vous permets pas, mais... Oh, non, le faites pas à la dignité avec moi. Ah, je ne vous reconnaissais pas. Monsieur Taburet, ennemi caché par la porte et en plus à contre-jour. L'honnête monsieur Clergeau se serait-il mis dans une sale affaire? Un des pauvres gens qu'il a ruiné a-t-il déposé une plainte? Je ne ruine personne. Et personne n'a jamais déposé de plainte contre moi. Ça viendra. Vous voilà déjà à la recherche d'un avocat. Pas comme défenseur, croyez-le. Comme client. Maître Gerdy serait prêt à tomber dans vos pattes? C'est un de mes amis, je vais le mettre en garde. Conseillez-lui donc plutôt de ne pas mener l'argent aussi rondement. Lui? Il mène une vie d'ascète. Lui peut-être, mais il suffit d'une petite femme qui vous avale vos écus et l'on est vite nettoyé à fond. Une petite femme? Laissez-moi rire. Seriez-vous aussi une vipère, vieux crocodile? Vous ne me croyez pas? Pas une seconde. Allez donc faire un tour rue de Provence, au 44. Vous serez fixé. C'est là que je vais porter les fonds. Monsieur Gerdy, aurais-tu déjà recours à vos services? À mon tour, laissez-moi rire. C'est de mes services que je vais lui parler de ce pas. Il tarde un peu trop à me les rendre. Un petit arrangement supplémentaire avant qu'il ne se marie. Noël se marier? Je vois que ce cher ami vous fait des cachotteries. Salut, monsieur Taburet. Salut. Vous avez demandé à me parler, monsieur? Monsieur... Taburet, un ami de votre ami. De Noël? Oui, de Noël. Je dois vous avertir d'une chose grave. Qui se marie? Ce vieux filou de Clergeau me l'a déjà annoncé. Ah. Mais qui se marie, grand bien lui fasse. Pourvu qu'il soit correct avec moi. Vous ne l'aimez donc pas? Je l'ai aimé. Mais tout s'use. Surtout qu'il me fait une existence intolérable. Non mais j'en ai assez d'avoir un amant qui rougit de moi. Oh, en juger d'après votre installation magnifique... J'aurais préféré moins d'argent et plus d'égards. Mais il a honte de moi. Tenez, mardi dernier, on est allé au théâtre. Mardi, le soir du Mardi Gras? Oui. Oh, oui, je savais bien. Ah, vous le savez? Bon, enfin. Mais savez-vous aussi qu'il m'a laissé seul dans la loge presque toute la soirée?
Comment il s'est absenté? Mais par crainte de gens qu'il connaissait dans la salle, mais c'est toujours la même chose. Ça, je reconnais qu'après le théâtre, il m'a emmené souper. Et pour une fois, pas en cabinet particulier, dans la salle du restaurant. Il s'est même à moitié grisé. Oh, tout ça m'a bien surprise. Oh, le misérable. Le voilà, la Libye. Merci, mademoiselle. Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est un fou. Monsieur le juge, monsieur Taburet est là, il insiste pour vous voir d'urgence. Qu'il entre. J'allais justement vous faire chercher, Taburet. Ah, monsieur le juge, si vous saviez... Non, tout à l'heure, j'ai du neuf aussi que m'apporte monsieur. L'homme aux boucles d'oreilles? Oui, le marinier. On a rejoint son bateau près de Joigny. Il est le mari de Claudine Lerouge. La malheureuse. J'avais dit qu'à se mêler des affaires des grands, elle se perdrait. En deux mots, répétez ce que vous venez de me raconter en détail. Oh, c'est pas sorcier. Cet échange d'enfants qui vous intéresse, eh ben, il n'a pas eu lieu. Tout bonnement parce que Lerouge a toujours été un brave homme, et que cette combinaison m'a révolté. Alors je me suis mis en travers, c'est tout. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? Une déclaration relatant l'histoire et consignée tous ses acteurs. Dame, je me doutais que ça pourrait faire un jour du vilain. Alors, je me suis paré. J'ai là sous les yeux. Elle indique même que le bâtard porte une cicatrice au bras gauche. Et la cicatrice d'une blessure que je lui ai faite moi-même au mioche, pour éviter toute erreur et confusion. Tout ce qu'il faut. Lerouge n'a jamais été un apprenti. Mais alors, comment votre femme tirait-elle profit de ce faux secret? Parce que le père a toujours cru que sa manigance avait réussi. Oui, ça je m'y suis pas opposé. J'ai peut-être eu tort. Mais faut vous dire qu'à ce moment-là, j'étais amoureux fou de la Claudine. Au point qu'un temps, j'ai même accepté... Ah oui, j'ai accepté qu'elle me cocuffie. Je le savais, je disais rien. Oui, j'en étais là. Et puis un jour, après une vie d'enfer, le dégoût m'a emporté. Je suis parti avec mon fils, pour toujours. Et vous étiez pourtant chez elle le dimanche gras. Oui, pour mon fils, je me suis forcé d'y aller. Il s'est mis en tête de se marier, ce gamin. Il me fallait un papier signé par la mère. Et quand je l'ai eu en poche, j'ai pas fait long feu. Et voyez-vous autre chose à demander à monsieur Lerouge, monsieur Taburet? Non, monsieur le juge. Vous pouvez disposer, monsieur Lerouge. Et mon dérangement dans tout ça? Vous serez indemnisé, soyez tranquille. Ah. Allez. Alors, Taburet? Hélas, tout s'explique. Oui. On a tué Claudine Lerouge pour l'empêcher d'avouer que la substitution d'enfants n'avait pas eu lieu. Ça change tout. Ajoutez que le meurtrier s'est organisé le plus vraisemblable des alibis. C'est ça que je venais vous apprendre. L'assassin... C'est Noël Gerdy. Oui. Quelle terrible affaire. Un inculpé innocent, un maître du barreau assassin. Un grand nom éclaboussé par ce scandale. Donnez-moi carte blanche, monsieur le juge. Je crois arriver à limiter les dégâts. Je n'ordonnerai aucune arrestation avant demain. Justice sera faite. Foi de Taburet. Ainsi, monsieur Taburet. Ce bon monsieur Taburet n'était qu'un vulgaire policier. Ainsi, monsieur Noël Gerdy. L'honnête maître Gerdy était le plus infâme des criminels. Votre vieille nourrice assassinée, votre mère que vous avez poussée jusqu'au bord de la tombe, et le pire peut-être, toute cette machination pour faire condamner un innocent. Le bilan est terrible, Noël. Comment avez-vous... Mais rentrez vos serments, Taburet. Je n'ai pas le temps de les écouter. Je vous préviens que vous ne pourrez sortir d'ici sans être arrêté. Mes précautions sont prises. Il y a là une porte, et dans cette maison une issue que vous ignorez, monsieur le policier. Bonsoir. Non, monsieur, elle n'est pas ignorée. Et je suis là pour la garder. Monsieur Comarin. N'essayez pas de passer ou je vous abattrai de ma main avec cette arme. Mon père. Votre père, oui. Qui vous apporte le seul moyen de fuir l'infamie et le châtiment qui vous attendent. Il y a de mon sang dans vos veines, monsieur. Saurez-vous vous en montrer digne? Mon père. Prenez ce pistolet, monsieur. Me voici désarmé et je m'efface pour vous laisser le champ libre. Votre libre décision
est votre dernière chance de rédemption, mon fils. Soit. Je vous obéis, mon père. En plein cœur. Justice est faite. Non, monsieur. Justice n'est pas faite, car le premier coupable, le vrai coupable, celui que j'ai été, subira sa peine la plus affreuse de toutes, celle du remords, jusqu'à la fin de sa vie, et encore au-delà dans la mort, pour l'éternité.